Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, chère Geneviève Darrieussecq, qui est aussi présidente de notre fédération hospitalière de Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le ministre, président de l'Association des maires de France, cher François Baroin, chère Stéphanie Rist, cher Alain Millon, député, sénateur, et cher Jean-Louis Touraine, qui est vice-président aussi de... Madame la ministre qui nous rejoint. Bienvenue Geneviève. Jean-Louis Touraine, vice-président de la Fédération hospitalière de France, qui va nous rejoindre. Mesdames et messieurs les représentants des associations d'élus, Madame la directrice générale de l'offre de soins, Madame la présidente de la Haute Autorité de Santé, Mesdames et messieurs les représentants du service de santé des armées, Mesdames et messieurs les présidents des fédérations hospitalières, régionales, chère Zaina Briette, déléguée générale de notre fédération, chers amis. C'est avec un réel plaisir qu'une fois de plus, je vous retrouve ici à l'ouverture de ce salon de notre fédération. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé n'y prononcera pas de discours cette année, étant tenue à l'obligation de réserve. Et donc, elle m'a laissé son temps de parole. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, c'est une nouvelle. Mais je tâcherai néanmoins d'être concis. Je voudrais saluer tous les partenaires qui sont présents, que j'ai vus pour certains d'entre eux lors de la visite qui a précédé ce moment, tous les partenaires industriels, tous les partenaires associatifs, tous les partenaires institutionnels de notre communauté hospitalière et qui donnent de la vitalité aussi par leur présence à notre rendez-vous. Merci aussi de leur présence aux infirmiers et infirmières qui tiennent leur salon à quelques mètres d'ici, en même temps que le nôtre. On se demande ce que seraient nos établissements sans les infirmiers et infirmières. Eh bien, notre salon, que serait-il sans eux? Ils vont participer activement à nos débats et c'est un plus pour tout le monde. Merci à tous ceux qui font de notre fédération la grande maison commune des hospitaliers, les membres de la Convention nationale, nous nous réunissons cet après-midi, les membres de notre bureau, les membres des commissions, les membres des fédérations régionales, bref, tous ceux qui, au quotidien et inlassablement, avec conviction et engagement, font vivre notre fédération. J'adresse un salut tout particulier aux représentants des fédérations d'outre-mer pour leur remercier de leur fidélité malgré les distances et les assurer. Et je veux leur dire ma vigilance contre une problématique délicate qu'ils rencontrent. Et ils le savent, nous avons un temps de travail tous ensemble ce soir pour parler justement des spécificités de l'outre-mer. Je veux enfin saluer les représentants des usagers avec lesquels nous travaillons au quotidien, mais aussi, j'ai signalé leur présence, les représentants des associations d'élus, très nombreuses à être présentes cette année, signe d'un travail en commun de plus en plus étroit au service du service public dans nos territoires et d'une approche ouverte et partenariale des enjeux de santé. Ce salon s'annonce comme une grande édition par l'importance du public annoncé, par la qualité des contenus, par la densité des exposants et partenaires présents tout autant. C'est tout l'écosystème du monde de la santé qui va dialoguer, se croiser, échanger ici, Porte de Versailles, pendant 3 jours. Il n'en sortira certainement que du bon. Notre salon est de plus en plus international dans son visitorat, comme dans ses thématiques, et ce dont je me réjouis, car le modèle français inspire largement et peut lui-même s'inspirer d'autres modèles de santé très performants. J'en profite pour saluer une délégation du Maroc, saluer nos amis danois qui sont aussi nombreux dans la salle, et j'accueillerai cet après-midi le ministre de la Santé des Pays-Bas qui viendra visiter le salon. Créer, innover, transformer, la santé en évolution ou en révolution. Transformer, innover, ce ne sont pas des mots vains dans notre secteur. Le changement est depuis toujours au cœur de l'ADN de nos établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, au service des usagers. Accompagner nos établissements dans l'appréhension de l'innovation et la promotion de ces innovations, c'est aussi une des missions que s'est assignée notre fédération, et c'est pour cela qu'il y a quelques années, nous avions créé un fonds de recherche et d'innovation dont l'action s'est notamment concentrée l'année dernière sur le développement de 2 projets structurants dont je veux dire un mot. D'abord, le projet recherche hospitalière qui référence l'ensemble de l'activité de recherche des hôpitaux français. Il favorise la promotion de leur activité et permet l'identification des hôpitaux travaillant sur un sujet donné pour faciliter les collaborations. Et puis, une méthode permettant d'organiser et d'animer l'innovation dans les établissements de santé. Cette méthode s'étend de l'émergence des problèmes jusqu'au déploiement des solutions. Et fin 2018, ce travail a été récompensé par la chaire de management et d'innovation de la Sorbonne et le club des directeurs de l'innovation. En 2019, ce fonds déploiera 4 grandes études sur les sujets majeurs de demain que je veux citer pour que vous soyez tous
parfaitement informés sur l'intelligence artificielle et les attentes du monde de la santé, sur la médecine de précision et les clés de son déploiement, sur les parcours de santé à partir du souhait des usagers, et puis sur le renseignement marketing et numérique au service de la santé publique. En effet, alors que nos organisations, nos établissements, nos métiers évoluent, il nous faut être toujours plus inventifs et même audacieux, oser, risquer, insuffler des idées nouvelles pour avancer, pour faire le pari de l'avenir, pour dessiner ensemble un système de santé qui réponde aux besoins des patients et s'adapte à leurs attentes. Alors oui, sachons être audacieux et pour cela pour au moins quatre raisons. D'abord, pour des réformes d'envergure, parce que les Français tiennent à leur système de santé, qu'ils nous le disent, qu'ils nous l'ont dit et qu'ils sont prêts à des réformes de rupture. Audacieux pour que cesse aussi le hold-up financier subi par les hôpitaux. Audacieux parce que c'est ce qui anime notre fédération quand nous traçons les grandes lignes de 2019 dont je dirai un mot. Enfin, faire le pari de l'audace, c'est aussi ce que nous espérons de la part des pouvoirs publics avec un véritable changement de logiciel en termes de concertation et de gouvernance. Je l'évoquerai à la fin de mon propos. Que nous ont dit les Français à l'occasion de ce moment inédit que nous venons de vivre de grand débat national ? Dès le mois de décembre, alors que la santé et l'autonomie ne semblaient pas devoir figurer au titre des sujets à débattre, j'ai souhaité interpeller le président de la République pour placer ces enjeux majeurs, véritables questions essentielles à la nation, au cœur de nos échanges. En effet, peut-on imaginer réformer le système de santé ? Peut-on imaginer répondre aux défis du vieillissement de la population et à l'augmentation du nombre de patients chroniques, réduire aussi les inégalités d'accès aux soins en faisant l'impasse sur les attentes des Français? Non, bien sûr, c'est impossible. Peut-on ignorer sur ce sujet-là la parole des élus territoriaux? Non, bien sûr. Peut-on passer outre les attentes et les aspirations des professionnels? Non, bien sûr. Et c'est pourquoi, début février, notre fédération a pris l'initiative d'une première action en concertation avec les grandes associations d'élus territoriaux ici représentées. Notre objectif était simple. Il s'agissait de proposer à toutes les collectivités territoriales, ainsi qu'aux établissements publics de santé et médico-sociaux, de voter au sein de leurs assemblées délibératives un vœu réaffirmant les principes qui doivent guider les évolutions du système de santé afin de le transmettre au gouvernement. Ce vœu, je l'ai signé avec les présidents d'intercommunalités, avec les présidents des maires de France, François Baroin, avec Dominique Bussereau, président de l'Association des départements de France, avec Hervé Morin, président des régions de France. Je tiens vraiment à saluer, cher François, à travers toi, l'engagement de toutes les associations et d'avoir saisi cette main tendue par les hospitaliers, comprenant, mais quand on est maire, on le sait au quotidien, que les enjeux de santé sont devenus une préoccupation majeure, devant toutes les autres presque, des Français tous les jours qui s'inquiètent de la permanence d'un système de santé dont ils voient bien et les fragilités et l'effritement. Dans la foulée de ce pacte des territoires, nous sommes allés vers les Français pour entendre aussi leurs attentes. Et pour ce faire, nous avons choisi de réaliser l'une des plus vastes enquêtes en santé conduites ces dernières années, avec un panel de près de 6000 Français de métropole et d'outre-mer, qu'ils résident en territoire rural, urbain ou périurbain. Nous avons largement communiqué sur ces résultats, je ne vais pas y revenir dans le détail, simplement 2-3 éléments qui paraissaient plus significatifs. D'abord, pour dire et rappeler que quand on leur parle de santé, les Français sont d'abord inquiets. 9 Français sur 10 estiment que l'hôpital est en danger et 94% d'entre eux sont favorables à une augmentation de ses moyens financiers. De la même manière, les Français sont conscients des dysfonctionnements de notre système de santé et à titre d'exemple, ils avouent avoir un usage excessif des urgences, puisque 4 Français sur 10 déclarent s'être rendus déjà aux urgences et sans doute pour des raisons inadéquates. Les Français aussi déplorent des délais d'obtention de rendez-vous beaucoup trop élevés. Et puis ils jugent, c'est vrai, un système de santé complexe dont ils ont du mal à saisir le fonctionnement dans le détail. Et 7 sur 10 nous disent effectivement que ce fonctionnement leur paraît, si ce n'est opaque, en tous les cas sans doute à simplifier. Bien au-delà, les Français nous ont dit aussi à travers cette enquête que les réformes qu'ils attendaient par rapport à ce défi majeur qu'ils posaient et à ces questions de fond qu'ils exprimaient étaient des réponses audacieuses. Gouvernance du système, territorialisation, digitalisation, nos concitoyens ont conscience des évolutions qui sont nécessaires, ils sont prêts à les accompagner et ils sont très nombreux à nous dire spontanément, lorsqu'on les a interrogés, des pistes de réforme qui sont loin d'être dénuées de bon sens. En conséquence, notre troisième action, après ce pacte des territoires, après cette enquête auprès des Français, notre troisième action a été de transmettre
dans les conclusions du grand débat national, au gouvernement, au président de la République, 14 grandes propositions que j'évoquerai plus loin. Avant de les détailler, je voudrais revenir sur ce qui a marqué notre fin d'année et ce début d'année, revenir sur l'action pugnace et résolue de notre fédération pour objectiver le grand hold-up financier subi par les établissements de santé depuis des années et inverser l'érosion tarifaire que nous subissions depuis longtemps. En effet, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, Ma Santé 2022, perspective de réforme évoquée par le président de la République en septembre dernier, ne peut se faire sans la prise en compte de Ma Santé 2019 et l'année prochaine de Ma Santé 2020 jusqu'en, bien sûr, 2022. Autrement dit, si nous attendons des projets à moyen terme, si nous soutenons des réformes nécessaires de long terme, nous avons aussi et surtout besoin de mesures immédiates au regard de la situation d'urgence que connaissent nos établissements et qui n'est pas sans inquiéter nos concitoyens. Je veux rappeler quelques chiffres sans être rébarbatif, mais de 2005 à 2019, les établissements de santé se sont vus imposer des plans d'économie à hauteur de plus de 8,6 milliards d'euros, dont 960 millions d'euros pour la seule année dernière. En parallèle, l'Ondam des établissements de santé a été ponctionné chaque année pour un total de 1 milliard d'euros sur 5 ans entre 2014 et 2018. Et vous en connaissez les conséquences, vous le vivez dans vos établissements tous les jours. Au-delà des impacts sur les moyens de fonctionnement des établissements, le montant de l'investissement hospitalier, qui était de 7 milliards d'euros en 2012, est passé à un niveau dramatique, inquiétant, de 4 milliards d'euros en 2017, même niveau constaté en 2015, même niveau constaté en 2016, et sans doute même niveau que nous constaterons en 2018. Alors oui, nous avons eu, suite à notre forte mobilisation, un début d'écoute. Il faut le dire, avec le dégel intégral des crédits sanitaires, avec la hausse des tarifs pour 2019 et avec la restitution partielle de la sous-exécution sanitaire d'une part et médico-sociale de l'autre. Cela faisait bien longtemps, si on peut dire ça comme ça, que ces bonnes nouvelles n'étaient pas, que des dossiers bonnes nouvelles n'étaient pas arrivés dans les arbitrages qui étaient rendus qui ont été rendus à la fin de l'année dernière ou pris au début de cette année. Mais il faut aller plus loin. Notamment grâce à un système de régulation qui soit plus intelligent. Et l'Ondam, tel que l'on bâtit actuellement, confine à l'absurde, nous l'avons dit, nous l'avons démontré. Et les plans d'économie, malheureusement, continuent inlassablement, et cette logique mortifère qui s'impose aux établissements avec. Encore 663 millions d'euros en 2019, après ces 960 millions que j'évoquais l'année dernière, 663 millions attendus d'économie en 2019, et des problèmes récurrents de financement pour la recherche, pour l'innovation et pour la psychiatrie. Aussi, je souhaite insister sur les résultats que nous avons obtenus par notre mobilisation, par un travail patient de pédagogie et de conviction, mais qui a payé. Nous avons ainsi évité le pire en mettant un terme à une spirale délétère à laquelle étaient confrontés nos établissements depuis tant d'années. Je rappellerai simplement, pour montrer que les choses se sont quand même jouées en quelques semaines, qu'en janvier, certaines agences régionales de santé demandaient aux établissements de préparer leurs EPRD avec une baisse des tarifs de 0,5 ou de 1%, anticipant un arbitrage politique qui est arrivé ensuite. Cela montre bien que notre action a grandement contribué à inverser un scénario délétère qui était prévu par certains. Nous avons écouté les Français, nous avons inversé une tendance mortifère d'asphyxie financière des établissements, qui n'est qu'une première étape. Tout cela nous conduit à affirmer des exigences fortes pour les mois à venir. Ne nous reposons pas effectivement sur ces avancées, mais continuons de travailler sans relâche pour faire avancer le débat en faveur d'un système de santé innovant avec un soubassement éthique fort. Le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé contient certaines mesures que la FHF appelait de ses vœux et depuis longtemps. Je pense à l'approche par le territoire, au projet territorial de santé, je pense à la fin du numerus clausus, je pense à la création d'un espace numérique de santé pour rendre l'usager davantage acteur, je pense aussi au décloisonnement de l'exercice médical avec l'exercice mixte, et je pense bien sûr à l'introduction dans la loi de la définition de l'approche par la responsabilité populationnelle qui consacre la vision de notre fédération, aujourd'hui portée et expérimentée dans 5 territoires pilotes. Dans ces territoires, ce qui pouvait paraître hier encore comme une idée séduisante devient aujourd'hui une réalité qui permet aux professionnels de tout statut de travailler ensemble pour améliorer concrètement l'état de santé de la population et initier des mécanismes, des réflexes de partenariat, de coopération totalement nouveaux. Dans ce projet de loi, notre fédération regrette néanmoins l'absence de mesures relatives à la prévention,
à la médecine prédictive, à la recherche, à l'innovation, et ce alors même qu'il s'agit d'un projet de loi dit de transformation du système de santé. En outre, la césure persistante entre cette loi santé et la future loi autonomie grand âge maintient le cloisonnement des secteurs contradictoire totalement avec la logique de parcours. À rebours de cette approche, nos propositions se veulent transversales et j'en présenterai trois autour de trois grands thèmes. D'abord, autour de la nécessité de se préoccuper des professionnels de santé d'abord, de penser le parcours, et en particulier pour les plus fragiles, et puis de revoir les modalités de financement de l'ensemble. Les professionnels de santé d'abord. Je voudrais tout d'abord évoquer là la question des femmes et des hommes qui, chaque jour, font vivre nos établissements. L'attractivité de l'exercice à l'hôpital public est devenue, en quelques années, un sujet incontournable, un sujet difficile et un sujet de fragilité de l'offre publique. Certains, et je tiens à les féliciter ici, comme l'hôpital du Cotentin ou le CHU d'Angers ou encore le CHU de Reims, ont mené des démarches innovantes en la matière, par ailleurs récompensées depuis quelques années par nos prix attractivité. Mais néanmoins, selon les chiffres du Centre national de gestion, et je veux souligner la qualité du travail qui est mené par Daniel Toupillet et ses équipes, 27,4% de postes de praticiens hospitaliers plein temps et près de la moitié des postes de praticiens hospitaliers à temps partiel sont aujourd'hui vacants. Taux variable, bien sûr, selon les territoires et les spécialités, et avec, sur le territoire, des endroits de fragilité extrême lorsque ces taux-là sont bien largement dépassés. Ces difficultés, en plus, ne sont pas réservées aux médecins eux-mêmes. Ils touchent d'autres métiers, les aides-soignants, les infirmiers, les IAD, les IBOD, bref, tous ceux qui, aux côtés des médecins, font tourner les hôpitaux. Au regard des tensions constatées, il est devenu impératif d'adresser des signaux clairs, de mettre en place les conditions d'un choc d'attractivité, de redonner du sens à l'exercice hospitalier. Suite aux annonces du président de la République en septembre dernier, nos attentes étaient fortes, parce que le président a bien posé le problème et il a pointé ce sujet. Mais force est de constater que 9 mois plus tard, les réponses esquissées ne sont pas à la hauteur des enjeux. Loin s'en faut, lorsqu'on pense au large renvoi aux ordonnances pour les questions touchant le personnel médical ou à l'absence de mesures relatives aux professionnels paramédicaux. Que dire aussi de l'absence d'articulation avec le chantier de transformation de la fonction publique. Pour ce qui est de la refonte du cadre d'emploi médical à l'hôpital, je serai clair, nous préférons un statut renforcé à des contrats bricolés. Car aujourd'hui, il y a urgence à valoriser les carrières médicales hospitalières et à limiter la pratique, à limiter dans la loi les écarts de rémunération entre les différents types d'exercices. Urgence à ouvrir pour les métiers paramédicaux un vaste chantier afin de revaloriser les carrières et améliorer l'attractivité de celles-ci. Urgence de se pencher sur le sujet de la qualité de vie au travail. Les tensions, et nous le savons tous, les tensions sont nombreuses au sein de nos établissements. Et je voudrais souligner les difficultés majeures qui concernent les services d'urgence qui prennent de plein fouet les problèmes d'attractivité médicale et de qualité de vie au travail. Notre fédération alerte solennellement les pouvoirs publics sur cette situation, solennellement et régulièrement, qui malheureusement risque de se tendre encore avec l'arrivée, nous le savons, de la période estivale. Le deuxième enjeu pour les prochains mois, c'est de penser le parcours. Depuis le temps que la notion de parcours nourrit les feuilles des rapports, depuis le temps que la notion de parcours est évoquée sur le plan théorique, alors maintenant, faisons-le. Il y a consensus pour dire que notre système de santé reste trop cloisonné, en épisodes de soins isolés. Eh bien, je voudrais illustrer les évolutions à conduire pour impulser une logique de parcours aussi bien en ce qui concerne le grand âge que les personnes en situation de handicap, pour ne prendre que ces deux secteurs. Le grand âge d'abord, la question elle est au cœur des préoccupations quotidiennes des Français, elle nous concerne tous. Elle est un enjeu majeur de société, trop souvent et trop longtemps occulté. Et en la matière, le temps des décisions, le temps de l'action est venu. Notre fédération attend instamment la transformation des orientations proposées par le récent rapport Libaud en décision, autour de 5 impératifs. Le premier, de changer le paradigme de l'aide aux aînés. Avant même de parler de besoins des personnes âgées, il s'agit de parler de leurs souhaits, de leurs attentes, qui portent sur le maintien des liens sociaux et de la citoyenneté jusque dans les derniers instants de la vie. La recherche du maintien de l'autonomie, le respect de la liberté d'aller et de venir doivent enfin devenir des priorités de nos politiques publiques envers le grand âge. Le second impératif, c'est la question de l'offre.
Cette évolution suppose un réel décloisonnement entre domicile, établissements sanitaires et médico-sociaux en donnant plus de liberté aux acteurs du secteur pour des réponses adaptées en fonction des besoins et des spécificités de chaque territoire. Elle suppose également pour nos établissements d'accélérer les rapprochements et les coopérations, à l'instar de la stratégie de groupe concrétisée dans le secteur sanitaire par les groupements hospitaliers de territoire. Mais cette mutation supposera aussi un plan ambitieux d'investissement pour l'immobilier, mais pas seulement, mais aussi pour les nouvelles technologies. Et à ce titre, je ne peux que nous inviter de manière collective à accélérer la cadence dans la révolution numérique qui est en marche, intelligence artificielle, médecine prédictive, que d'enjeux non plus d'avenir, mais d'actualité, d'enjeux immédiats. Et il suffit de se balader dans les couloirs de notre salon pour bien saisir la portée immédiate des sujets et des enjeux qui nous sont aujourd'hui posés. Les établissements s'en saisissent autant que possible, et je pense à la démarche de l'hôpital de Valenciennes qui a introduit l'intelligence artificielle en imagerie ou à celui de Lorient pour prédire les parcours de patients aux urgences par exemple, mais souvent de manière isolée. Le troisième impératif est pour nous d'engager une véritable révolution des métiers. Le plan grand âge et autonomie que la FHF appelle de ses vœux nécessite de développer de nouveaux métiers et de revaloriser de manière décisive les carrières des professionnels. De même, un signal clair sur le renforcement des moyens humains dans les établissements comme dans les services est très fortement attendu par les professionnels, mais aussi par l'ensemble de la population qui a pleinement conscience de la pénurie de moyens. C'était le quatrième impératif. Mais renforcer les services, améliorer l'attractivité des métiers ne peut s'entendre sans s'attaquer au problème fondamental que constitue l'existence d'un reste à charge inacceptable car supérieur aux revenus de la majorité de nos concitoyens âgés. C'est pour cela que nous demandons la création rapide d'un bouclier hébergement, non pas au bout de 4 ans, comme le suggère le rapport Libault, mais dès que l'entrée en institution s'avère nécessaire. Demain, personne ne doit se voir facturer plus ce qu'il ne peut payer avec ses propres revenus. C'est un devoir de justice, c'est un devoir d'équité qu'a la société envers nos aînés, et surtout envers nos aînés les plus fragiles. L'ensemble de ces mesures impose d'engager un budget à la hauteur des enjeux. Nous estimons que pour bâtir un socle solidaire pour l'autonomie, un budget de 10 milliards d'euros est nécessaire. Le gouvernement a fait connaître sa volonté de ne pas augmenter les prélèvements obligatoires à ce titre, et de ce fait, nous réclamons que les mesures nécessaires soient prises pour que les ressources, aujourd'hui mobilisées par le remboursement de la dette sociale, soient progressivement affectées au plan autonomie grand âge, afin de contribuer au financement d'un 5e risque de la sécurité sociale. Nous continuerons donc à nous mobiliser pour cela et éviter que les espoirs suscités par le lancement de ce chantier soient balayés. Je souhaite que dès 2019 et 2020, un signal soit donné pour augmenter les moyens des établissements et des services dans le cadre de l'ONDAM et que les crédits d'investissement nécessaires au chantier de la rénovation et de la transformation de l'offre soient clairement identifiés dans les comptes de la CNSA. Penser le parcours, aux côtés de ce que nous avons évoqué, de ce que j'ai évoqué sur les personnes âgées, c'est aussi dessiner une société plus inclusive. Notre système de santé doit s'engager résolument dans la politique d'inclusion des personnes en situation de handicap. Ici aussi, c'est une question d'état d'esprit, mais c'est d'abord une question d'éthique. Nous devons d'abord rechercher toutes les possibilités d'autonomie. Nous devons construire une société inclusive, c'est-à-dire préférer en toutes circonstances l'accompagnement en milieu ordinaire. Cela commence à l'école, et nous sommes loin de la situation du Danemark, où 96% des enfants handicapés sont à l'école. Et il faut résolument réorganiser l'établissement, mais aussi adapter les écoles pour que celles-ci soient plus accueillantes. C'est un enjeu de formation des professionnels, c'est un enjeu de formation des enseignants, mais aussi un enjeu pour toute la société, car celle-ci ne peut devenir inclusive si tous les enfants n'apprennent pas à vivre avec leurs camarades en situation de handicap. De même, c'est bien l'inclusion par l'emploi, accompagnée dans le milieu ordinaire, qui doit être recherchée chaque fois que cela est possible, sans nier évidemment l'utilité des établissements d'aide par le travail. Enfin, dans la cité, les établissements doivent se transformer pour multiplier les possibilités d'habitat adapté. Ainsi, l'occasion m'est donnée de réaffirmer l'engagement de notre fédération en faveur de l'inclusion et d'une amélioration décisive de l'accès aux soins grâce au travail mené avec Pascal Jacob. Dans ce même temps, c'est aussi l'occasion de redire, après les outrances maladroites de la rapporteure spéciale des Nations Unies pour les personnes handicapées, qui a affirmé à plusieurs reprises qu'il fallait fermer les établissements, qu'il s'agit au contraire, et comme l'a dit Denis Pifteau, ancien directeur de la CNSA et rédacteur du rapport Zéro sans solution, d'ouvrir les établissements et non pas de les fermer.
Il faut le dire haut et fort, nous avons besoin de tous les professionnels pour conduire le mouvement vers une société inclusive et pour organiser par l'écoute des situations en personnes de handicap et des aidants un droit commun accompagné. Penser le parcours, c'est aussi penser la proximité. Je crois important de redire qu'à nos yeux, la réforme des hôpitaux de proximité est primordiale, elle est fondamentale. C'est une occasion unique pour réaliser sur les territoires une véritable alliance entre les professionnels de ville et l'hôpital, en construisant ensemble une organisation partenariale afin de répondre au mieux aux besoins de la population. Nous sommes tout à fait favorables à ce que les acteurs de ville participent à la gouvernance de l'hôpital de proximité. C'est d'ailleurs le cas quand on regarde les situations de près dans beaucoup d'établissements. Et nous y sommes favorables pour mieux ancrer ces hôpitaux, ces établissements dans leur territoire. De la même manière, les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, devraient devenir, au-delà de leur rôle premier d'organisation de la pratique libérale, un lieu de dialogue entre professionnels libéraux et hospitaliers. Le président de la République avait évoqué leur caractère obligatoire à un horizon de 3 ans. J'espère vraiment que cet objectif reste bien celui encore du directeur général de l'assurance maladie et du gouvernement lorsqu'il négocie avec nos amis les syndicats de médecins. Nous avons fait les GHT qui étaient obligatoires. Il n'y a aucune raison que nos amis libéraux ne réussissent pas brillamment à se structurer autour de ces CPTS et rapidement. Du côté de l'hospitalisation publique, je veux le dire haut et fort, nous devons, dans le cadre des GHT, préserver une offre de proximité de qualité. Pour que cette évolution se mette en place de manière concrète, notre fédération souhaite que soit créé dans chaque ARS un comité de suivi des hôpitaux de proximité. Il s'agira de voir notamment où et comment recréer dans certains hôpitaux locaux des lits de médecine et de définir aussi comment mettre concrètement la décision de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn de proposer aux ARS d'autoriser dans certaines circonstances aux hôpitaux de proximité de pratiquer des actes de petite chirurgie dans des conditions de sécurité garanties. Enfin, je voudrais dire un mot de la pertinence des actes, des soins et des parcours. Un amendement très timide dans le dernier PLFSS, et puis c'est tout. On ne peut pas dire que le sujet avance beaucoup. Là aussi, en septembre dernier, lorsque le président de la République a fait son discours à l'Élysée, il a mis ce sujet très fortement en haut de la liste des réformes qu'il fallait mener pour conforter, fortifier et redynamiser notre système de santé. Nous avons mené sur ce sujet un travail d'objectivation, vous le savez depuis longtemps, d'objectivation des disparités de pratiques. Alors maintenant, au pouvoir public de prendre leurs responsabilités, au pouvoir public de repérer les atypies et de prendre les mesures qui viendraient y remédier. C'est ainsi qu'on récupérera des marges de manœuvre à injecter. Quand le président de la République dit qu'il y a 30% de dépenses inutiles dans le système de santé, quand bien même il n'y en aurait que 20, quand bien même il n'y en aurait que 15, on voit les gigantesques marges de manœuvre qu'il y a pour pouvoir réinvestir, pour financer l'investissement, pour financer les carrières, pour financer toute la modernisation de notre système de santé. Mais encore faut-il se remonter les manches et encore faut-il que les pouvoirs publics ne mollissent pas au moment de définir les règles du jeu qui doivent arriver à circonscrire ces dépenses inutiles, je ne sais pas, redondantes certainement. Le troisième et dernier enjeu pour les prochains mois que je souhaite maintenant évoquer, c'est la nécessaire remise à plat des modèles de financement de la psychiatrie publique, situation très inquiétante, des SSR publics et de la recherche, mais aussi poser la question à nouveau de l'Ondam que j'évoquais d'une phrase tout à l'heure. Notre fédération a, à de nombreuses reprises, alerté sur la problématique du financement de la psychiatrie. Il est écrit noir sur blanc dans le rapport Aubert que la psychiatrie de service public a connu une progression de ses financements de 1,2% par an sur ces 7 dernières années, alors que la psychiatrie privée à but lucratif se situait à un niveau de progression de 3,2 par an. Alors, cher président de la Fédération hospitalière privée, cher Lamine Garbi, il ne s'agit évidemment pas d'une attaque du public contre le privé, mais du rappel d'un principe que dorénavant tu défends maintenant comme moi. Même droit, même devoir, même responsabilité, même droit. Il s'agit aussi d'un appel au gouvernement pour que la psychiatrie publique soit financée à la hauteur de ses prises en charge lourdes, mais qui l'honore et l'oblige parfois à travers le secteur. Il n'est pas acceptable que dans un contexte où les constats des pouvoirs publics et de l'opinion publique sont unanimes sur la nécessité de donner plus de moyens à la psychiatrie publique, les paroles ne soient pas suivies d'actes majeurs, volontaristes et concrets et réels,
au-delà des rallonges parfois accordées au compte-gouttes pour tenter d'apaiser conjoncturellement une situation ici ou là particulièrement tendue. Notre fédération exige donc de manière solennelle aussi, mais avec un caractère d'urgence très marqué, une convergence des taux d'évolution entre les deux secteurs et une évolution des mécanismes de financement du secteur de la psychiatrie. Je voudrais vous dire aussi un mot de la réforme du financement du SSR, qui est aussi, nous le savons, une véritable arlésienne et depuis des années. La réforme de la dotation modulée à l'activité introduite en 2016 est toujours dans une phase transitoire dont on peut craindre de ne jamais sortir. Je n'ose plus employer les termes de pause, mais il y a pourtant urgence, tant le modèle de financement actuel est à la fois archaïque, inefficace et inéquitable. Et parce que deux modes de financement coexistent en mettant en concurrence des acteurs qui n'ont pas du tout les mêmes règles. Alors il faut aller vite, changer les règles et le faire dans la clarté et dans l'équité. Nous proposons de le faire en suivant 3 principes simples et clairs. D'une part, adapter les ressources à l'activité pour favoriser l'évolution des prises en charge et répondre aux besoins des territoires. D'autre part, de stabiliser les ressources des établissements en lissant les variations de ressources d'une année à l'autre. Et puis enfin, de faire preuve d'équité, ce qui signifie ici que tous les acteurs doivent à la fois avoir les mêmes règles et être soutenus dans leurs particularités. Enfin, en matière de recherche et d'innovation, on ne sait pas assez, mais on ne le dit pas assez. Et je veux le redire ici devant vous, que l'hôpital, c'est plus de 500 programmes de recherche clinique. C'est 230 brevets chaque année. 88% de l'enseignement et de la recherche opèrent à l'hôpital public. Et 125 premières mondiales ont été réalisées par les CHU de France. Il y a là, à mon sens, une grande contradiction entre un discours insistant sur l'importance du rôle de la recherche pour notre pays et en même temps l'érosion de ses moyens. La sanctuarisation de la recherche médicale par l'évolution dans le temps de ses moyens nous semble fondamentale. Nous voulons donc garantir le financement et son évolution de la recherche et de l'innovation avec la proposition d'un sous-objectif dédié au sein de l'ONDAM. L'ONDAM est un sujet. Je veux rappeler ici fortement que ce n'est pas la T2A qui n'est qu'un outil, mais les modalités actuelles de régulation de l'ONDAM qui sont aujourd'hui à l'origine de la situation financière très tendue que vivent les établissements publics de santé. Quand je vois parfois dans des débats qu'on fait de la tarification à l'activité l'alpha et l'oméga de la réforme du système de santé, c'est pour moi se tromper de cible et c'est pour moi ne pas voir l'essentiel. Il faut reprendre à zéro, et nous l'avons proposé au gouvernement, nous l'avons proposé aux assemblées parlementaires, la construction de l'ONDAM, un mécanisme qui a été inventé il y a maintenant 30 ans, mais qui n'est plus du tout adapté au système de santé tel qu'il est aujourd'hui, et où personne ne comprend rien, effectivement, à ces débasages, rebasages successifs, ces vases communicants, ces jeux de bonneteau où finalement on donne d'une main ce qu'on reprend de l'autre, sans que personne n'y voit très clair. Je pense qu'aujourd'hui, avec responsabilité et avec maturité, il faut poser la question de la construction de l'ONDAM, donc de ces 200 milliards d'euros que la nation consacre au système de santé. La transformation du système de santé que nous appelons de nos vœux ne pourra voir le jour sans changement de logiciel complet. Les chantiers sont immenses, il faut y répondre par de l'audace, je l'ai longuement évoqué, mais une audace matinée de volontarisme fort pour tenir dans la durée et d'une nécessaire cohérence d'action et de décision. Rien ne sera possible sans un changement de logiciel, c'était une phrase d'Agnès Buzyn dans les premiers mois de son arrivée au gouvernement. Nous l'avons applaudi, elle avait raison, elle a toujours raison, encore faut-il maintenant nous lancer. Et on lui a dit 10 fois, on lui a dit chiche parce que les hospitaliers sont prêts, ils l'ont montré. J'ai cité les économies, j'ai cité l'effort de réforme, j'ai cité l'adaptation de l'organisation, j'ai cité la prise en charge des évolutions technologiques dans nos pratiques au quotidien. Tout cela montre que le secteur hospitalier sait s'adapter, encore faut-il qu'on l'accompagne, qu'on lui en donne les moyens et qu'on lui définisse le cap. Pour cela, nous appelons d'abord à une large concertation. L'affaire de la santé ne peut pas rester dans l'entre-soi des experts. Qu'est-ce que c'est qu'un ONDAM à 2,4% ? C'est un débat de société qu'il nous faut poser publiquement. Qu'est-ce qu'on en fait ? Où on trouve l'argent ? Comment on le répartit ? À quoi doit-on renoncer pour promouvoir autre chose ? Comment on s'adapte aux évolutions que j'évoquais à l'instant ? Ce sont des débats qui demandent clarté et transparence et d'être évoqués de manière ouverte. Notre fédération demande depuis longtemps la mise en place d'une conférence annuelle associant l'ensemble des acteurs concernés afin de poser, au regard notamment des évolutions démographiques et épidémiologiques, la question de l'équilibre entre les enjeux de santé publique,
la garantie de bonnes conditions d'exercice professionnel et la maîtrise des dépenses maladie. L'objectif serait de formuler des recommandations pour respecter l'équilibre de ces composantes et ajuster le cas échéant sans délai les orientations politiques. Alors on nous a dit, circuler, il n'y a rien à voir, ça existe déjà, ça s'appelle la Conférence nationale de santé. Alors, outre qu'on a été nombreux à ce moment-là à découvrir qu'il y avait une conférence nationale de santé, je pousse un peu le trait, mais en tout cas qu'elle avait un rôle de régulation. Et donc nous avons dit, confions à cette organisation, à cette conférence nationale de santé, la mission d'organiser cette conférence de consensus annuelle. Alors on nous a dit, non, on ne peut pas utiliser le mot de consensus, c'est un terme qui est réservé au monde médical. Et donc, bon bref, appelons-la comme on veut, ça n'est pas le sujet. Ce que nous voulons, c'est une conférence qui permette en amont des choix budgétaires, des choix politiques, de pouvoir débattre en responsabilité. Ensuite, chacun reprend son rôle et ses droits, le gouvernement le premier, le Parlement aussi, mais au moins, avec un secteur qui aujourd'hui est mûr pour accompagner les réformes de fond, nous pourrions en débattre en transparence. C'est ce que nous avons proposé aux sénateurs, puisque la discussion arrive maintenant, du projet de loi arrive au Sénat. Nous avons proposé d'inscrire cette conférence de consensus dans la loi. Il s'agit, comme je le disais, de faire vivre plus fortement encore la démocratie sanitaire, et cela correspond à la demande des Français. Dans le cadre du grand débat national, d'être davantage associés aux décisions relatives aux grands enjeux de notre pays, et face à un système dont ils disent qu'ils ne comprennent pas tous les enjeux, si ce n'est en tout cas toute l'organisation plutôt, eh bien, cette conférence de consensus participerait de cette pédagogie responsable et nécessaire, nous le pensons. De la même manière, nous appelons une révolution de la gouvernance au niveau national, mais aussi au niveau régional et territorial. Je ne peux, là aussi, m'empêcher de citer une phrase du président de la République. Vous voyez que j'ai des auteurs de référence. Le 25 avril, dans un discours post-grand débat, il évoquait effectivement, je le cite, le sentiment de nos concitoyens qui renvoyait cette phrase « Vous nous avez demandé des changements à nous et vous n'avez rien changé ». Ce qui n'est pas faux, répondait le président de la République, nous devons changer notre démocratie, nous devons changer notre organisation et notre administration. Appliqué à la santé, les métiers changent, les pratiques évoluent, les outils ont été transformés, les organisations sont en permanence en mouvement, et au milieu de tout ça, notre administration reste immuable, elle ne change pas, elle ne bouge pas. La FHF constate de manière récurrente l'insuffisante coordination et les doublons entre les différentes institutions nationales. Évidemment, quand je dis ça, ce n'est pas la qualité des femmes et des hommes qui servent ces structures que j'évoque, mais c'est la complexité de l'intervention de ces administrations ou de ces agences diverses et variées. Aujourd'hui, notre système de santé est à la fois ultra centralisé et éclaté entre de nombreux acteurs, ce qui se traduit par un millefeuille bureaucratique que je pense inefficace et parfois même sur le terrain, à écouter les uns et les autres, insoutenable. De la même, la régulation à l'échelle régionale des politiques de santé se trouve entravée par les instructions et dispositifs par voie contradictoire que vous constatez chaque jour dans vos établissements. En conséquence, l'offre de soins de ville, les établissements de santé, les établissements sociaux, médico-sociaux restent insuffisamment coordonnés du fait qu'ils n'ont pas les mêmes interlocuteurs et que ceux-ci ne poursuivent pas constamment les mêmes buts. C'est pourquoi, pour simplifier la gouvernance nationale du système de santé, il paraît nécessaire de créer un organisme unifié chargé du pilotage et de la mise en œuvre de la politique nationale de santé, ainsi que de l'exécution de la partie concernant l'assurance maladie de la loi de financement de la sécurité sociale. Pour des raisons assez peu claires, le gouvernement ne veut pas ouvrir ce sujet pourtant majeur. Eu égard à son ampleur et à sa complexité, nous reviendrons à la charge à l'occasion de la discussion du projet de loi de santé au Sénat, où en tout cas nous espérons que les sénateurs poseront très clairement là encore cet enjeu. Au niveau régional, on entend dire de plus en plus que les agences régionales de santé sont trop technocratiques d'un côté et trop peu attentives aux élus et aux besoins des populations de l'autre. Et on en tire un peu vite la conséquence qu'il faudrait les supprimer et confier leur mission au préfet, ou en tout cas l'idée a été un temps évoquée il y a quelque temps au plus haut sommet de l'État. Là aussi, nous disons faisons la part des choses. Nous avons de longue date souligné les carences et la bureaucratisation des agences régionales de santé qu'il faut réformer et nous continuons à le porter. Pas question, bien sûr, de leur donner un blanc-seing, et nous estimons que des adaptations majeures sont nécessaires, notamment au niveau des délégations territoriales. À l'époque des grandes régions, il faut réinventer la présence dans les territoires des agences régionales de santé pour qu'elles soient présentes dans chaque bassin de santé, puisque maintenant, le projet, l'approche par les territoires va dessiner des bassins de santé qu'il sera facile pour les agences d'accompagner. Les agences régionales de santé doivent être plus proches du terrain, plus démocratiques et moins proches de l'administration centrale dont elles sont encore beaucoup trop une unique courroie de transmission.
Les agences régionales de santé ont besoin d'un plus grand raccordement démocratique et professionnel dans leur propre fonctionnement. Mais surtout, ne revenons pas en arrière, ne revenons pas 20 ans en arrière en redonnant au préfet la politique hospitalière et médico-sociale. Nous avons testé, nous avons vu, nous avons souhaité des agences régionales de santé. Nous les espérons maintenant plus ancrées dans les territoires, plus modernes, plus réactives, plus agiles pour accompagner les projets portés par les uns et par les autres. Voilà, j'ai brossé ce matin, et j'aurais pu être plus long, mais j'ai déjà été très long. J'ai brossé quelques-uns des enjeux qui sont aujourd'hui sur la table de discussion, sur la table de travail de notre fédération. Je veux, pour terminer, vraiment saluer l'engagement de toutes celles et tous ceux qui donnent du temps pour participer à notre fédération, donnent du temps en plus de leurs engagements professionnels pour la faire vivre, médecins, cadres dirigeants, élus, qui tous prenaient pour pouvoir contribuer positivement à une réflexion commune, parce que finalement nous avons entre nos mains le plus beau des sujets, et les Français nous l'ont encore dit à l'occasion du grand débat, le sujet de l'avenir d'un système auquel ils tiennent, l'avenir d'un système auquel ils croient, qui est sur un bien qui leur est précieux et pourquoi on comprend qu'il le soit, la santé. Et nous avons tous la charge de prolonger la réflexion, de poursuivre malgré les difficultés l'engagement qui est le nôtre de notre fédération. Je voudrais vraiment saluer tous ceux qui s'engagent. Je voudrais saluer aussi Madame la déléguée générale, qui depuis un peu plus d'un an fait un travail formidable, qui a remis, j'allais dire, en fonctionnement notre fédération. Saluer tous ceux qui s'intègrent dans nos commissions. Nous avons créé 5 commissions. Nous avons fait évoluer nos modes de travail, nos modes de réflexion pour mieux associer l'apport de chacun de ceux qui composent cette communauté hospitalière. Et aujourd'hui, cela produit le meilleur et j'en suis tout à fait satisfait. Et puis, parce qu'il faut que cela se... Ah, je n'avais pas vu qu'en même temps que je parlais, vous aviez, comme l'année dernière, le script qui se déroulait. Bon, je vais terminer simplement en vous présentant le nouveau nom des salons. On m'a demandé de terminer par cette petite vidéo. Nous avons souhaité, à l'occasion de ce salon, lancer une marque, une nouvelle marque, qui est évocatrice, qui soit fédératrice et surtout qui doit être pérenne. Et pour cela, je vais vous laisser découvrir la vidéo, sans vous avoir une dernière fois remercié pour votre patience, pour votre écoute et à nouveau pour votre engagement au service de l'hôpital public. Merci beaucoup. Et bien voilà, chers amis, l'année prochaine, donc on vous accueillera à Santexpo. Et je vais vous demander encore quelques secondes, très courtes minutes d'attention. Je vais inviter François Barouin à me rejoindre sur scène. Je l'ai dit dans mon discours que notre fédération, à l'occasion de ces derniers mois, s'est lancée dans un rapprochement, en tout cas un travail de fond partagé avec les grandes associations d'élus, dont François Barouin préside la plus importante, et qui va se traduire par la signature à l'occasion de ce salon de conventions de partenariat avec l'Association des maires de France aujourd'hui, demain avec l'Association des départements de France et l'Association Régions de France. Voilà, cher François, je suis très heureux qu'on puisse, devant nos amis de la communauté hospitalière, signer ce partenariat qui engage et qui concrétise l'approche par les territoires que nous promouvons ici à la FHF. On va signer ici. Vous dire un petit mot, bien sûr. Un long discours. Non, j'avais pas prévu de parler. Non, j'ai bien envie de parler 1 heure sur les territoires. Non, juste un mot peut-être pour ne pas altérer. C'est une grande fierté pour l'Association des maires de France, évidemment, d'être
co-signataire de cette convention. C'est ce que tu as dit magnifiquement. Je voudrais te féliciter pour la mise en perspective des enjeux, de la méthode, des objectifs, des interrogations, du calendrier et de la façon dont nous devons travailler. Nous sommes engagés avec l'État, Madame la Ministre, dans une réflexion qui s'amorce sur une nouvelle loi de décentralisation. Tu l'as dit, le grand débat a mis en lumière une réalité, une plus grande pression de la part de nos administrés sur la problématique de la santé publique. Nous avons des idées, nous avons des demandes, il nous manque des véhicules législatifs. Les collectivités locales, de plus en plus, participent, financent, aux côtés des hôpitaux, prenant à leur compte des charges que l'hôpital ne peut plus prendre. Les départements ont des idées, les régions ont des propositions. Cette convention nous permettra d'être autour de la table et de formuler avec l'État, qui est un partenaire incontournable dans le domaine de la santé publique, le cadre global de nos actions communes. Cette santé est aujourd'hui à l'égal du développement durable, de la protection de l'environnement, des problématiques de services publics de proximité et naturellement du développement de nos territoires équilibrés avec les métropoles, parmi les premières des priorités qui font l'objet aujourd'hui de notre attention la plus soutenue. Voilà le sens de cette signature commune. Merci beaucoup.